Bonsoir et bienvenue sur Des Room Inferni. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de la violence, le principe de la violence. On va commencer par quelques exemples que je vais égrener devant vous. On connaît ce chat qui guide un âne aveugle. Il reste sur son dos et il bouge avec les pattes pour lui dire dans quelle direction il faut aller. On connaît aussi cet exemple d'un crocodile qui sauve une antilope de la noyade, qui allait se noyer dans l'espèce de mare dans laquelle elle est en train de boire, où il y avait un crocodile. Il n'a pas faim, donc il lui sert de support pour la sortir de l'eau. On connaît aussi enfin cet exemple, enfin pas enfin, mais on connaît encore cet exemple de la chèvre dans un zoo qui est donné à manger à un tigre, et le tigre préfère le lien social de la chèvre, donc il y a des affects qui s'installent, et qui détournent le tigre du fait de la manger, la chèvre. C'est donc bien qu'il n'y a pas que l'homme qui est un animal social, pour reprendre le mot d'Aristote, c'est que tous les animaux sont sociaux. Quand on regarde, je ne sais pas si vous avez un chat chez vous, on sait que moi j'en ai un, mon chat est un animal social, éminemment social. Alors il y en a certains qui ont plus une part de solitude que d'autres, le mien il n'en a aucune, et il adore être contre les humains. Donc c'est bien que le mammifère, à défaut d'aller plus loin, parce que je ne connais pas pour plus loin, le mammifère est un animal social. Il n'y a pas de loi de la nature, du fort mange le faible. Il y a différents exemples, entre que ce soit la chèvre, l'antilope avec le crocodile, la chèvre avec le tigre, on voit bien qu'ils ne sont pas dévorés. Ok, donc ça c'est posé. Maintenant, je vais vous parler. Enfin, on va partir sur le corps du sujet, et il va falloir que je fasse un rapide flashback avec Darwin. La théorie de l'évolution selon Darwin, elle est très simple. Elle considère qu'un environnement définit un animal. C'est-à-dire que l'animal va muter par une espèce de loterie génétique, et des mutations vont être plus propices à sa survie dans un milieu donné, un environnement, un biotope. Alors biotope, c'est quand ça fonctionne bien. Dès lors que ça fonctionne bien, le biotope est propice à l'épanouissement de l'individu, à sa progéniture, et sa progéniture qui fonctionne bien ainsi que lui. Donc par exemple, je prends un exemple très simple, un oiseau qui va avoir un bec plus long pour aller chercher au fond de, je sais pas, une huître par exemple. Bon, l'exemple est absurde, mais vous comprenez l'idée. Ce bec plus long va lui permettre de mieux survivre que ceux qui n'ont pas muté, et petit à petit, par un système c'est très pyramidal en fait, enfin, c'est le principe un arbre généalogique si vous voulez, mais descendant, donc qui fait comme ça, il va y avoir de plus en plus d'individus ayant ce bec long, et donc de plus en plus d'individus aptes à survivre, qui vont mieux survivre que les autres, pour peu qu'il y ait beaucoup de froid et qu'il n'y ait plus que des huîtres et plus rien d'autre à manger, tous les autres vont mourir et pas lui. Donc c'est le principe de la sélection naturelle. Darwin pose ça, il pose beaucoup d'autres choses, mais il pose notamment que Dieu n'a pas créé des individus parfaits, mais que les individus, les animaux, que ce soit les végétaux, alors les animaux, le vivant, que ce soit les végétaux, les animaux, n'importe quoi, les marmottes, enfin évidemment les marmottes, fonctionnent sur un principe de sélection naturelle, et pas du tout sur des êtres parfaits qui tombent du ciel, qui sont livrés un peu comme une espèce de... Oui, qui sont livrés et fonctionnels dans la nature. Donc l'environnement est perpétuellement en train de formater l'individu pour la survie. Ok, alors, encore une fois, je mets ça de côté maintenant. La modernité a la chance d'avoir deux philosophes qui ont pensé cette théorie de l'évolution. L'un bien avant, donc ce sera de l'anachronisme, mais c'est volontaire, et l'autre bien après, enfin tout de suite après en fait, donc et s'en est même beaucoup inspiré. Alors le bien avant, c'est Spinoza, et tout de suite après, c'est Nietzsche. Ces deux philosophes, l'un au XVIIe siècle, l'autre à la fin du XIXe, au début du XXe, à la fin du XIXe surtout, ont pensé tous les deux une espèce de rapport de force. Ils ont philosophé sur la force, la question de la force. Chez Spinoza, ça s'appelle le conatus. Chez Nietzsche, ça s'appelle la volonté de puissance. On va s'intéresser à Spinoza parce que c'est lui qui aujourd'hui, donc je rappelle, une théorie du XVIIe siècle, une théorie de la loi de la nature qui a été émise au XVIIe siècle et dans laquelle Dieu a une place prépondérante, qui est aujourd'hui considérée comme celle qu'il s'agit d'écouter, et donc la loi travail, les rapports de force qui s'expriment qui se cristallisent autour de la loi travail, sont tout à fait démonstratifs de la valeur de l'importance que ça a encore. Spinoza propose que le conatus ait la tendance à croître de tout organisme vivant. C'est-à-dire qu'on va prendre un arbre, il va croître jusqu'à ce que son environnement l'empêche de croître. Soit qu'il n'y ait plus de ressources, soit que d'autres individus viennent lui piquer son espace vital et vont donc contrevenir
à la pérennité de sa croissance. C'est aussi simple que ça va. C'est beaucoup plus compliqué que ça en philosophie, mais à l'échelle darwinienne où je voudrais vous la proposer, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un individu est propre à croître jusqu'à ce qu'il n'ait plus les moyens de croître. Et tant qu'il peut croître, il faut qu'il croisse et qu'il continue. Ça vous rappellera sans doute bien des choses. En revanche, la théorie nietzschéenne de la volonté de puissance n'a absolument rien à voir avec le fait de croître jusqu'à plus soif, en fait, jusqu'à plus pouvoir, mais a même rien à voir avec la notion de pouvoir. La volonté de puissance, c'est la volonté pour un individu d'aller au bout de lui-même, d'aller au bout de sa réalité, de sa réalisation possible. Et donc on est dans un rapport déjà qui est beaucoup moins abstrait et qui est beaucoup plus existentiel. Il s'agit non plus de se préoccuper d'être perpétuellement en train d'acquérir plus de force, mais de se réaliser en tant que soi, en tant qu'unité, en tant qu'équilibre possible. Alors, unité qui peut être issue de disparité, c'est un autre sujet, donc je mets de côté, mais en tant qu'un équilibre viable, propice, dans une certaine mesure, à la quête du bonheur, donc ce qu'on appelle le démonisme. Je fais des raccourcis, c'est volontaire, c'est-à-dire que je prends deux théories très complexes et très belles, et je les adapte ou je les interprète selon le rapport à la violence. Parce que chez Spinoza, la violence est là. Il s'agit d'aller à l'affrontement. Le conatus, c'est la confrontation à tout ce qui n'est pas soi. C'est la tendance de chacun à se maintenir étant. La volonté de puissance de Nietzsche, elle passe par la métamorphose. Donc on n'est plus dans la capacité à se maintenir étant, on est dans la déformation de l'étant à la faveur d'un meilleur étant. C'est un peu étrange dit comme ça, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que Nietzsche passe par la remise en cause du système interne de l'individu pour s'adapter et pour être plus favorable à sa propre puissance. Et donc on prend la puissance au sens de quelque chose de plus simple, de plus sage, de plus calme que la force ou la violence. Voilà, donc j'ai posé ça, donc on a Darwin au milieu avec sa théorie de l'évolution, le Conatus qui dit, donc qui propose, avant Darwin, Darwin c'est 19e siècle, enfin, fin 18e, 19e siècle, qui propose que, Spinoza qui propose que le Conatus est dans la perpétuelle quête de tout, enfin de ressources, un peu comme un jeu de stratégie, un jeu vidéo de stratégie. Vous allez écraser vos voisins pour pouvoir devenir obèse, voilà. Nietzsche, rien à voir, vos voisins ne vous concernent pas, vous êtes présupposé, vous occupez de vous-même tant et si bien qu'à force vous pouvez devenir un exemple pour vos voisins. Mais vous n'allez surtout pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ok. Maintenant, on va prendre les rapports de puissance, les rapports de violence, certainement pas de puissance, tels qu'ils se déploient autour, ou se cristallisent autour de la loi de travail de El Khomri, qui est quelque chose de très complexe socialement et de très simple politiquement. Alors, on va commencer par le très simple, c'est un esclavagisme moderne. Donc j'ai parlé en tout début de vidéo du fait que les animaux comme la chèvre et le tigre ou l'antilope et le crocodile ne se dévorent pas entre eux. Au contraire, ils ont plutôt tendance à avoir de l'empathie, des affects qui se développent, etc. Donc le crocodile, c'est un saurien. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le... parce que je pense que je me plante. En plus, j'hésite entre un saurien et un reptile. Je crois que c'est un saurien. Et donc, c'est pas mammifère. Donc, en fait, c'est encore une autre configuration, un autre rapport, un autre cerveau, etc. Et donc, on a bien un animal qui ne participe pas à la même catégorie des autres, qui pense, enfin, qui réagit comme les autres, dans l'empathie. Il a un rapport à la mort. Donc, bon, bref, autre sujet passionnant. Ces individus, ces êtres vivants, ne sont pas dans l'affrontement nécessaire, systématique. Donc, le prédicat zoologique de la loi de la jungle, à savoir que le fort mange le faible, ne fonctionne pas, ne s'observe pas, ou en tout cas, on en observe des exceptions suffisantes pour invalider la valeur de la théorie comme vérité générale et massive. Il y a bien des exceptions suffisamment importantes pour que ça ne tienne pas. Donc, la loi de la jungle en économie, puisque c'est ça dont il s'agit, ne fonctionne pas. Ok, je m'épose. Maintenant, l'esclavage humain, l'esclavage moderne, l'esclavage humain, oui, alors on peut dire moderne, mais médiéval, etc., enfin post-médiéval, etc., c'est fondé sur un rapport zoologique. Les Noirs, puisque c'est de ces populations-là dont il s'agissait, étaient des êtres zoologiquement inférieurs. La science arrive, balaye tout ça, montre à quel point c'est ridicule, voire même franchement criminel, etc. On revient à plus de bon sens. Je vous signale que Montesquieu était un bon gros raciste comme il se doit, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
et on se met donc à abolir l'esclavage parce que c'est intolérable. Les Noirs ont potentiellement une âme, donc c'est intolérable d'imaginer des humains qui en maltraitent d'autres et qui en traitent, la traite de l'esclavage, qui en traitent d'autres. Donc on se met à bannir l'esclavage de l'horizon politique. Et puis, insidieusement, il revient. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un nouveau paradigme qui n'est plus zoologique cette fois et qui est social, c'est la lutte des classes de Marx, hein. Ce n'est plus l'être humain inférieur zoologiquement à moi que je peux traiter en esclavage, c'est l'individu si insignifiant, hein, politiquement, socialement, culturellement, qu'il vaut mieux qu'il soit rentable à me rapporter de l'argent en tant qu'objet rapportant de l'argent, qu'il reste dans sa pauvre et malheureuse quête de bonheur à regarder sa piteuse télévision, dont je maîtrise toutes les chaînes et tous les programmes d'ailleurs, et donc il vaut mieux que je le traite franchement en esclave. La loi El Khomri, aujourd'hui, c'est un retour à l'esclavage, pur et simple, mais paradigmatiquement modifié par ce nouveau postulat zoologique, ce postulat zoologique où les hommes sont tous zoologiquement égaux. Donc on a bien quelque chose de très violent. Et le 49.3, c'est Valls et compagnie, parce que Valls, c'est un pantin, il est comme tous les autres. C'est l'Europe aussi, l'Europe, c'est Bruxelles, c'est pas l'Europe. L'Europe est une merveilleuse idée. C'est Bruxelles qui déclare qu'il y a des individus aptes à être esclaves et des individus aptes à les diriger, à leur expliquer. Et on a la ministre de l'Éducation nationale qui explique à France 3, les yeux levés vers le ciel, en tout cas la photo est ainsi et m'a fait beaucoup rire, que le président de la République est un peu comme le père du peuple. C'est exactement pareil. Le père du peuple va nous expliquer ce qu'on doit savoir et comment est-ce qu'on doit agir. Donc il y a bien une question qui est de l'ordre de ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, les enfants et les parents, ou les maîtres et les esclaves, avec les contre-maîtres au milieu qui sont les médias et les managers dans les grandes entreprises qui sont payés suffisamment pour être complices. Donc on a bien une espèce de renversement paradigmatique avec un entêtement dans un rapport une espèce de darwinisme spinozien plutôt qu'un darwinisme qui serait nietzschéen où chacun développerait sa volonté de puissance, sa capacité au bonheur et sa liberté d'individu. Voilà.